trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est à nos côtés, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Mandarin Gestion et Kevin Lenouaille est à nos côtés également ce soir. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé chez Avantgarde Family Office. Votre état d'esprit peut-être, Céline, à l'issue de ce mois de novembre qui s'annonce comme un des mois clés peut-être de cette année 2023, qui a vu se cristalliser dans l'esprit des investisseurs l'idée d'un pivot prochain des banques centrales, l'espoir toujours tenace d'un soft landing de l'économie américaine, qui a participé à ce rallye généralisé du mois de novembre. Quel est votre état d'esprit à l'issue de ce mois de novembre et des anticipations qui ont été marquées au cours de ce mois de novembre? La question étant, jusqu'où l'anticipation de baisse de taux directeurs des banques centrales, jusqu'où la détente des rendements obligataires qu'on peut observer, jusqu'où ces mouvements-là seront-ils bénéfiques pour les actifs risqués, notamment les marchés actions? Écoutez, c'est une excellente question et c'est vrai que nous avons eu une année formidable finalement pour les marchés actions, avec un Nasdaq qui a fait plus 38%, un CAC 40 qui a fait plus de 10%. Donc on peut ouvrir le champagne. Maintenant que cela est fait, la question qui se pose à nous en cette fin d'année, c'est quid de l'année 2024 ? Et pour l'année 2024, moi, mon mot, c'est prudence. Prudence. Parce que, à mon sens, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge en cette fin d'année, auxquels il faut faire attention. Premier indicateur, du côté de l'économie. On en a parlé tout à l'heure, mais on voit que les choses sont en train de se complexifier. On a des chiffres qui sont décalés, mais quand même, on a eu une augmentation du chômage aux États-Unis. On voit que ça fait 7 mois qu'on a des recettes fiscales qui sont en baisse aux États-Unis. On voit que quand on a eu les résultats de Walmart qui sont sortis ou les résultats de Best Buy, ils nous ont indiqué que les consommateurs étaient en train de faire attention à leurs dépenses. L'état d'esprit avait changé. On sait également que toute l'année 2023, on a attendu la récession. Elle n'est pas venue parce que on avait de l'épargne qu'on avait accumulée pendant le Covid. Cette épargne, elle était à 2 trillions de dollars. Elle est aujourd'hui à autour de 400 milliards de dollars. Donc on sait qu'on a déjà beaucoup été pompé dans cette épargne et que ça va être plus difficile pour l'année prochaine. Donc on a beaucoup d'éléments du côté de l'économie qui sont complexes pour cette année 2024. Ce qu'on sait aussi, c'est que du côté des bénéfices d'entreprise, ça va être plus difficile. Et que là aussi, on a des attentes qui sont élevées. On attend une progression de 8% des bénéfices mondiaux en 2024. C'est beaucoup. Parce qu'on sait que, historiquement, quand on est en récession, on fait -5, -15. On ne fait pas +8. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas du côté des bénéfices d'entreprise attendus pour 2024. Et donc finalement, jusqu'à présent, on a une hausse très importante des marchés actions. Pourquoi ? Parce que 70% des investisseurs attendent une baisse des taux d'intérêt. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, si on s'attend à une baisse des taux d'intérêt en 2024, c'est sûrement parce que l'économie ne se porte pas bien et qu'il faut réinjecter de la liquidité. Mais si l'économie ne se porte pas bien et qu'il faut réinjecter de la liquidité, on n'aura pas +8% sur les bénéfices. À l'inverse, si l'économie se porte bien et que finalement tout est rose dans le monde merveilleux de 2024, eh bien les taux d'intérêt ne seront pas aussi bas que ce que nous attendons. Donc on ne pourra pas avoir les deux en même temps. Voilà. Quelle que soit l'histoire de 2024, et je comprends que vous n'êtes pas forcément dans le camp de ceux qui croient dur comme fer au soft landing, pour dire les choses, Céline, mais quelle que soit l'histoire de 2024, oui c'est ça. Mais même en étant agnostique, vous dites, il y a un risque de contre-pied dans ces marchés, notamment après ce mois de novembre qui a vu se matérialiser des anticipations très positives, très ambitieuses. Voilà. Très ambitieuses. Donc à mon sens, prudence en cette fin d'année, et donc faites attention. Et si vous avez des titres sur lesquels vous avez, heureusement pour vous, eu une très forte performance, n'hésitez pas à vous poser des questions pour cette année 2024. Voilà. C'est quand même quelque chose auquel il faut faire très attention parce que le scénario auquel on est confronté nous donne, dans les deux cas, quelque chose qui pourrait nous surprendre de façon négative. Et souvenons-nous qu'à l'inverse, quand on est rentré en 2023, on attendait à 60% une récession. Et c'est ça qui a tiré cette hausse en 2023, c'est qu'elle n'a pas eu lieu. Mais donc maintenant, quand on attend déjà à 70% qu'il y ait un soft landing et qu'on ait une baisse des taux d'intérêt,
difficile. Voilà. Le marché est peut-être un peu trop gourmand de ce point de vue-là. Comment vous regardez un peu le cadrage macro? En tout cas, quelles sont les réflexions macro là, qui guident les investissements et la stratégie d'investissement pour 2024 chez vous, Adrien? Alors moi, je n'utiliserai pas le mot de prudence, je dirais le mot de sélectivité, parce que je pense qu'effectivement, je partage une partie du constat, mais on a aussi beaucoup de secteurs, ou en tout cas beaucoup de nuages sur lesquels on a un petit peu plus d'éclaircies. Donc dans cet élément d'équilibre entre le ralentissement de l'économie et les taux, on a quand même beaucoup de secteurs qui ont surtout souffert de la perspective de la hausse des taux, alors que ce soit le segment croissance dans son ensemble, mais des secteurs qui ont subi facialement cette compression des multiples, alors que les résultats pour l'instant continuent de plutôt bien se tenir, et avec des tendances séculaires qui n'ont pas été remises en cause, voire même pour certaines qui vont avoir un peu de vent dans le dos sur 2024, voire sur 2025. Donc je ne serai pas aussi générique, je pense que la sélectivité permettra effectivement peut-être de s'en sortir un petit peu mieux. Et je dirais aussi que le rebond du mois de novembre, on le regarde à l'instant T comme un moment de pivot. Il faut surtout se rappeler de ce qu'on vient de vivre en septembre, en octobre, où le nombre de nuages et de questions se sont énormément amoncelés, où en fait progressivement certaines se sont un petit peu dissipées. Le sujet de la dette aux États-Unis, les questions sur l'offre-demande sur la dette américaine, le fait que les taux américains effectivement est flirté avec les 5%, qui est un peu un seuil psychologique extrêmement important. Voilà, je pense que le rebond, il faut le mettre un petit peu en regard de ça. Je ne pense pas qu'on ait consommé, parce que c'est une autre façon de voir les choses, une partie de l'upside de l'année prochaine. On a juste corrigé un excès. Il y a encore un mur des craintes devant nous de ce point de vue-là, vous dites. Qui sont déjà bien, alors qu'on peut traduire sur le positionnement des investisseurs, qui sont toujours extrêmement prudents. La hausse du mois de novembre, il y a eu peu de longues only qui ont participé. Quand on regarde les flux, il y a eu peu de nouveaux flux sur la classe d'actifs actions. Donc on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait une euphorie des investisseurs sur cette classe d'actifs. Donc moi je pense que ce scénario il est quand même un petit peu plus positif que sur les marchés actions, sur les actifs risqués en général pour 2024. Mais la sélectivité va rester de mise, ça me semble évident. Prudence, sélectivité. Kevin, si vous voulez ajouter un mot et une pièce dans la machine. Encore une fois, l'idée n'est pas d'avoir peut-être un scénario fort pour 2024, quoique, mais comment on réfléchit justement au jeu macro très ouvert peut-être pour 2024 ? Nous, on précise qu'il est ouvert. Vous avez raison, c'est-à-dire que je vais faire mon suisse habituel. Vous me connaissez. On est prudent, on est sélectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des thèmes que l'on a défendu auprès de nos clients il y a encore un mois et demi, c'était celui du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et nous, on avait choisi le verre à moitié plein parce que le marché le choisit. Et en fait, globalement, je m'entends avec tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à boire et à manger sur les deux côtés. On peut regarder n'importe quel pan de l'économie et n'importe quelle clé de la boussole économique. On peut le lire de deux manières, en réalité. On prend le consommateur américain, oui, on a encore une épargne excédentaire qui nous permet justement de soutenir la consommation. Ça, c'est le verre à moitié plein. À moitié vide, on dira, oui, mais c'est le premier quartile qui le détient. Donc en réalité, on a un effet richesse aujourd'hui qui disparaît. Sur l'investissement, c'est la même chose. Sur l'immobilier, c'est la même chose. Et donc, globalement, le trait pour nous, il est plutôt de dire, oui, soyons prudents, soyons sélectifs. On n'a pas de scénario qui est aujourd'hui très différent de ce qui se fait dans le marché, si ce n'est de dire, soyons plutôt timorés sur nos ambitions, parce que on a l'impression que le rebond de novembre a été quand même quelque peu, non pas excessif, mais assez violent, et je m'entends tout à fait avec ce qui vient d'être dit, à savoir on avait un amoncellement de nuages sortir de l'été qui était quand même assez prégnant, et là on a l'impression que l'éclaircie est trop belle, quasiment. Voilà. Donc un peu de prudence de ce côté-là. J'achète également ce côté. Ouais, prudence, sélectivité. Comment est-ce que la prudence s'organise pour vous en matière d'investissement, Céline ? Qu'est-ce qui va caractériser justement votre gestion en vue de 2024 ? Puisque le but d'un gérant, c'est qu'il soit malgré tout investi. Tout à fait. Effectivement, comme le disait Adrien à l'instant fort justement, cette année 2023, elle a été très intéressante parce qu'elle a été faite, on l'a évoqué à de multiples reprises, elle a été composée par deux marchés bien distincts. C'est-à-dire que si on regarde par exemple la performance de ce marché américain en 2023, qui est de plus 17 ou 18% pour le SP500, on a 7 magnifiques qui font plus 68%, et vous avez le SP493 qui fait moins 3%. Donc forcément, on ne peut pas non plus tirer les mêmes conclusions quand on analyse les 493 autres et les 7. Donc c'est là où c'est compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que malheureusement pour nous, si vous avez un indice, vu l'argent qui est aujourd'hui positionné sur les indices actions, si vous avez des indices qui sont sous pression, et malheureusement si vous avez ces 7 magnifiques qui craquent et ces 7 magnifiques qui représentent 30% du SP500, ça va être quand même difficile d'avoir des indices facialement qui vont avoir
une performance positive en 2024. Donc c'est à ça qu'il faut être attentif, parce que je sais que par contre, on parlait des flux sur les actions, il y a eu quand même beaucoup de flux sur les trackers, et ça continue. Donc des flux sur les trackers qui ont été conséquents et qui risquent d'être mis en péril. Donc à mon sens, il faut éviter les trackers et revenir sur de la gestion active et disciplinée en allant chercher les titres qui ont souffert en 2024, en 2023 pour se positionner pour 2024. Et donc effectivement, il y a quand même tout un champ des possibles dans les 493 autres aux États-Unis, mais également en Europe ou dans le monde entier, parce que pareil, si vous regardez les indices actions mondiaux hors États-Unis, leur valorisation depuis 2008 n'a pas évolué en cette fin 2023. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même un champ des possibles à explorer en dehors des États-Unis, qui représentent aujourd'hui 61% des indices mondiaux. Oui, bien sûr, les Donc deux il y a tiers, quelque chose à regarder ailleurs qu'aux États-Unis et ailleurs que les 7 magnifiques. C'est là qu'il faut chercher. Pourquoi est-ce que les chances sont importantes aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que la diversification pourrait à nouveau être récompensée ? Parce que ça fait un moment qu'on entend ce discours-là, tout à fait légitime, Céline, mais c'est vrai que la concentration dans le même temps n'a fait que grandir. On reparle de l'époque Nifty 50 désormais. On atteint des métriques de concentration et de pondération dans les indices qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Ou même qu'on a... ou même peut-être jamais. En fait, si vous regardez la concentration du marché action depuis 1929, aujourd'hui, on a dépassé 2000, qui était notre précédent pic de concentration. Et donc on se rapproche de ce qu'on avait connu au moment de la crise de 29. Donc on a un niveau de concentration qui n'a jamais été atteint. Et donc effectivement, on sait quand même... Et il y a l'idée que ça se termine toujours assez mal ? Oui, c'est 100% là. Donc si vous avez une probabilité... Alors vous pouvez jouer, si vous voulez jouer contre cette probabilité-là, mais la probabilité n'est pas avec vous. Voilà. C'est pas nous, notre métier, c'est quand même de faire des investissements. C'est pas de jouer au casino. Donc des investissements rationnels en essayant d'avoir les probabilités avec nous. Donc aujourd'hui, la probabilité, elle est contre nous si vous allez sur ce positionnement-là. Après, effectivement, et si on creuse de façon plus approfondie, vous avez également les fondamentaux qui ne sont pas avec vous, parce que si vous regardez par exemple une société comme Apple qui a eu des ventes en baisse pour le 4e trimestre consécutif au 3e trimestre, ou que vous regardez Tesla qui a eu également des profits qui étaient en baisse au dernier trimestre, vous avez des métriques qui ne vous sont pas favorables non plus, du côté de la valorisation, du côté des fondamentaux, donc les choses deviennent un peu compliquées. Voilà. Donc effectivement, ça devient compliqué, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses à regarder, notamment donc ailleurs. Et par exemple, vous avez un secteur qui peut être intéressant si on est prudent et qu'on ne veut pas prendre de risques à considérer. Il y a des sociétés comme Merck ou Johnson & Johnson qui vont être avec des valorisations qui défient lentement. Une société comme Merck ou Johnson & Johnson, on est à moins 10% sur l'année 2023. On est avec une valorisation qui doit être à 11 ou 12 fois, un coupon qui va être autour de 3%. Et il y a Johnson & Johnson qui a commencé à annoncer son Investor Day, qui dit on va faire une croissance de 6 à 7% pour les ventes. Alors, c'est pas extraordinaire. Non, mais c'est mieux que la croissance mondiale. C'est quand même bien. Et quand on est à 10 ou 11 fois, et c'est pas une société qui va faire faillite demain. Intéressant le secteur de la pharma, parce que là aussi, phénomène de concentration. Si vous n'aviez pas Eli Lilly et Novo, vous ne faisiez pas la perf. Tout à fait. Donc, regardons ailleurs. Et quand vous regardez ailleurs, il y a pas mal de pierres qui peuvent être tournés dans des secteurs qui ne sont pas pour autant extrêmement risqués, et on n'a pas besoin de faire des paris macroéconomiques importants. Je sais que l'investissement action se voit sur un horizon long terme, 5 ans et plus, c'est quand même souvent ce qu'on recommande. Ce que vous décrivez là, c'est quelque chose qui peut payer l'an prochain, Céline ? Je le pense, oui. Oui, j'entends. Oui, effectivement. Il y a un schéma de marché, il y a une psychologie de marché qui sera plus favorable. Mais comme on disait tout à l'heure, au 493 plutôt qu'au 7 magnifique. La probabilité qu'on continue sur de l'irrationalité avec une neige, avec une glace aussi peu épaisse, la probabilité n'est pas égale. Voilà. Bon, les 7 magnifiques contre le... On se donne rendez-vous dans un an. Avant, j'espère. Avant, quand même, Céline. Les 7 magnifiques contre le reste du monde. Et l'idée de la diversification. Je dis ça d'autant qu'on vient de saluer, ou en tout cas marquer la disparition de Charlie Munger. C'était quand même le grand mantra de Berkshire Hathaway et de Warren Buffett. C'est l'anti-diversification.
Un portefeuille le plus concentré possible sur les convictions les plus fortes, ça a été quand même la manière dont ils ont géré Berkshire Hathaway pendant 50 ans et plus. Donc il y a un vrai débat sur cette question-là. Oui, mais enfin, avec une vraie diversification à la fois géographique, sectorielle, voilà, une lecture des business models un peu plus fine que il y a un secteur qui est quand même très technologie, qui porte aussi quand même des stigmates au-delà même du fait que ce soit de la concentration. Moi, je regarde les 7 magnifiques comme surtout 7 entreprises qui ont quand même à peu près les mêmes caractéristiques. C'est des grosses marges, des gros générateurs de cash flow, des bilans qui sont cash net. Donc ça ressemble un peu à un îlot de tranquillité dans une période macroéconomique qui a été compliquée à lire, où les sujets de taux et d'inflation ont bousculé un peu les lectures qu'on pouvait avoir secteur par secteur, et on s'est dit, voilà, c'est un îlot de tranquillité, on va passer 2023 comme ça, on ouvrira le capot, j'allais dire, à la fin de l'année pour regarder comment on se projette. Et c'est un peu ça le sujet. Et je partage totalement l'idée que normalement on devrait ouvrir une période, on va pouvoir regarder autre chose et s'extraire un peu de cette prudence à accompagner juste des gros générateurs de cash flow en disant le contexte de taux et d'inflation est trop compliqué pour que je regarde autre chose. Donc pour moi, c'est ça le driver principal de l'intérêt de la sélectivité, du stock picking. C'est intéressant parce que vous dites, Adrien, la prudence en 2023 conduisait les investisseurs à être investis et surpondérés sur ces 7 magnifiques. La prudence de 2024, telle que nous l'a décrit Céline, c'est justement d'aller regarder dans le reste du marché. Oui, parce que la prudence a changé de facette. La prudence, c'était pas juste c'est le stress de taux et d'inflation. Là, on a plutôt un scénario qui se dessine sur une désinflation et une baisse de taux. Donc, on va peut-être avoir déjà un peu moins d'exigence et un peu plus de volonté de prendre du risque et d'aller chercher des choses un petit peu plus différentes. En tout cas, c'est comme ça qu'on le regarde. Les Magnificent Seven, il y en a certaines qu'on a eu en portefeuille. La majorité, effectivement, sont plutôt sorties sur des exigences effectivement de valorisation et d'exécution. Quand on regarde les 7 froidement, je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui ont effectivement surpris positivement tout au long de l'année sur leur qualité d'exécution, peut-être à part Microsoft. Les autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Non, mais ce qu'on expliquait pour Apple, alors là, qui remonte un petit peu, mais c'est que Apple, avec le cash disponible qu'ils ont et la rémunération du cash, c'est quasiment chaque trimestre 1 milliard ou 1,5 milliard de résultats automatiques grâce aux 5% de rendement ça, c'est le scénario sur le 2023. cash. Quoi. Voilà, pour moi, ça, c'était le scénario 2023. Et dans le reste du marché, même avec l'idée d'un ralentissement économique, d'un bas de cycle qui est encore devant nous, notamment aux États-Unis, on trouve quand même des dossiers avec des risk-reward intéressants aujourd'hui, y compris dans une partie un peu cyclique, peut-être même du marché ou de la cote. Alors oui, on peut aller regarder dans les cycliques, plutôt des cycliques avec des backlogs importants, qui sont soit très bénéficiaires des plans budgétaires ou structurants un peu aux États-Unis, tout ce qui est autour de la transition écologique, du plan IRA, où on en reparlera, peut-être la campagne présidentielle va mettre de la volatilité, mais dans l'ensemble, on a l'impression en tout cas d'avoir un peu de visibilité. Mais oui, je partage même des secteurs à plus forte visibilité traditionnelle ou moins cyclique, la santé ou les équipements médicaux. Les équipements médicaux, c'est un secteur qui depuis 3 ans a subi la hausse du Covid, depuis un désamour complet, du déstockage qui a duré 12 à 18 mois, du coup des pressions sur les prix. Voilà, on a l'impression que là aussi on va retrouver quelque chose d'un peu plus normalisé et on va être capable d'aller payer un peu plus cette croissance structurelle qu'on n'a pas vraiment vu dans les chiffres et surtout comparé au reste d'industries qui bénéficient de l'inflation, qui ont affiché des taux de croissance un peu surgonflés par un effet prix qui a été extrêmement porteur. Donc le relatif de croissance, il va devenir beaucoup plus favorable au secteur structurellement de croissance. Et c'est certainement là qu'on aura effectivement des opportunités et des potentiels de revalorisation aussi importants, parce que c'est des secteurs qui ont énormément souffert en termes de multiples. Kevin, sur l'idée de la diversification, déjà le point sur les 7 magnifiques, est-ce qu'il faut s'en éloigner le plus possible? C'est difficile quand même de se dire qu'on n'en veut plus du tout et qu'on n'en aura plus pour 2024, mais est-ce qu'il faut s'en éloigner le plus possible et comment vous regardez effectivement l'idée d'une diversification au-delà de ce qui a marché en 2023? S'en éloigner, oui, on le fait, mais on le fait toujours en gardant finalement une pondération action malgré tout qui reste la même. Donc globalement, on s'en éloigne, mais on garde la même poche. On s'en éloigne sur les 7 magnifiques pour les raisons qui viennent d'être soulevées. Je m'entends un peu moins sur les raisons de valorisation, globalement, que ce qui a été dit, ou à part certains sujets un peu particuliers type Apple qui ont été sortis de nos portefeuilles, globalement sur... Parce que trop cher ? Parce que trop cher, en historique et avec un ralentissement malgré tout qui nous semble assez viable dans les prochains trimestres, voire une concurrence renforcée dont on ne parle jamais puisqu'on a cette habitude d'avoir en fait la grande marque dans le dos. Donc à part certains sujets comme ceux-là qui sont évacués, les autres ont été maintenus parce que la valorisation ne me semble pas excessive, au contraire. Sur du Amazon, sur du Microsoft, aujourd'hui on ne voit pas d'excès de valorisation. On va mettre de côté la période Covid évidemment, mais lorsqu'on trace un plus grand trait, aujourd'hui par rapport à 2009, il n'y a pas de grands excès qui sortent finalement des bornes et qui nous incitent à sortir les dossiers, parce que globalement aussi, la concentration qui a été notée tout à l'heure, c'est une concentration qui, au regard de l'historique par exemple, s'entend maintenant avec des marques qui sont beaucoup plus prégnantes et beaucoup plus fortes qu'elles ne l'étaient il y a 50 ans par exemple, quand on parlait de la concentration, me semble-t-il. Donc ça, on les maintient en portefeuille. En tout cas, j'allais dire, on
On les raye pas du tout. Voilà, très concrètement. Est-ce qu'on va réintégrer d'autres secteurs? La réponse là aussi est oui, parce que en effet, la concentration malgré tout a laissé de côté certains secteurs au sein de la cote, et ça nous semble globalement assez intéressant de s'y repencher. On parle de santé, évidemment, on est concerné par cela. On parle de utilities également, nous, avec nos clients aujourd'hui. C'est un secteur qui n'est pas extrêmement, j'allais dire, très attrayant sur le papier. C'est pas des sujets qui sont aussi parfois sexy, si vous me permettez le terme, que certaines tech. Malgré tout, on a des valorisations aujourd'hui qui sont pas forcément très excessives. On a au contraire justement un peu des sentiments de cash flow qui sont là au contraire assez fournis, et on a au contraire des endettements qui étaient très sous pression du fait de la hausse d'été et qui aujourd'hui pourraient être revus de manière totalement différente. On a des bilans qui restent relativement sains, on n'a pas d'excès d'endettement sur certaines. Oui, donc des secteurs assez tranquilles. Oui, absolument. Prudence, malgré tout. Oui, je retiens bien, effectivement. Est-ce que, alors je réfléchis aussi, je regarde ce qui s'est passé au mois de novembre. On a vu le secteur de l'immobilier coté rallier très puissamment. Est-ce que là, c'est quelque chose, effectivement, qui peut faire partie d'une stratégie 2024, dans le sens où, effectivement, la baisse des taux, typiquement, va profiter en premier lieu à ce genre de secteur lourdement endetté. Vous mettez le doigt sur un débat qui n'est pas tranché chez nous, très concrètement. Je vais prendre position contre certains du comité, mais ma réponse est pour l'instant non. Très concrètement, c'est un segment qui en tout cas moi me laisse quelque peu de marbre, aussi parce que on est passé rapidement sur le sujet macro, mais globalement quand on parle de soft landing, on parle quand même d'un landing, on parle d'un atterrissage. Il me semble que le plus dur n'est pas passé de ce point de vue-là, et qu'on a quand même un effet de distorsion dans le temps assez important. Sur l'immobilier, je ne suis pas convaincu qu'on ait vu toute l'ampleur de la baisse, notamment en Europe. Aux États-Unis, on peut en reparler, on a des effets qui sont encore un peu différenciés. Donc très concrètement, l'immobilier, non, aujourd'hui. Je comprends. Voilà. En termes de diversification, j'ai compris, donc les 493, au-delà du marché américain, ça peut concerner l'Europe, mais ça peut concerner également les émergents. Céline, vous êtes un fonds action global. Les émergents, il faut commencer à distinguer. Évidemment, chaque cas est particulier, mais il y a surtout le monde émergent en intégrant la Chine et le monde émergent en mettant la Chine de côté. Tout à fait. Et donc effectivement, en dehors de la santé que j'ai mentionné tout à l'heure et du SP 493, il y a deux thèmes, à mon sens, auxquels il faut être attentif pour l'année prochaine. Un premier, c'est les métaux précieux. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais on a quand même assisté à un rebond de l'or de 11% sur cette année 2023. Et on voit que depuis début octobre, il y a quelque chose qui s'est enclenché avec l'or qui est passé autour des 2100 $ l'once. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, auquel il faut être attentif. Parce que quand on parle dans un monde dans lequel il faut de la prudence, dans un monde dans lequel on ne sait pas où nous allons, et on parlait des émergents à l'instant, 50% de la demande d'or aujourd'hui vient de Chine et d'Inde. Ce sont les marchés aujourd'hui qui sont porteurs. On parle des achats des banques centrales ou on parle d'achat pour les personnes physiques qui s'inquiètent de leur avenir, qui veulent épargner pour le futur, etc. Dans un environnement géopolitique incertain quand même. On n'en a pas non plus parlé depuis tout à l'heure, mais on est en face d'un environnement géopolitique qui est extrêmement obscur. Donc dans cet environnement obscur, on voit un réflexe dans ces pays émergents vers l'or. Et comme les pays émergents représentent un pourcentage de la population de plus en plus élevé, effectivement, ça nous fait une demande importante. Et l'autre demande, sur l'or, les banques centrales. Et les banques centrales, on a une augmentation de 14% de la demande de la part des banques centrales en 2023 sur les 9 premiers mois de l'année, là aussi en raison de ce contexte géopolitique plus incertain, parce que on ne sait pas de quoi demain va être fait, notamment du côté des États-Unis et du côté du dollar. Et donc, on assiste à un renforcement de transactions hors dollar, avec notamment un étalon or qui avait été utilisé par le passé. Mais cela étant dit, ce qui m'intéresse du côté des sociétés minières cotées, alors c'est ça, notamment Barrick, par exemple, pour en parler d'une en particulier. Barrick Gold, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une société pour laquelle vous avez une augmentation de la production de 30% entre maintenant et 2030. Donc quand on cherche de la croissance, j'ai de la croissance. Dans un environnement où il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits pour explorer des métaux depuis au moins 15 ans, parce que contrainte ESG, parce que hausse des taux d'intérêt, et donc les juniors notamment ne peuvent pas aller explorer de nouvelles ressources. Donc pas d'exploration. Eux, ils ont une augmentation de leur production et baisse des coûts d'exploration qui ont commencé au dernier trimestre
1,1% pour Barrick lors du dernier trimestre, et ça va continuer au Q4 encore plus fort, et en 2024 encore plus, parce que une meilleure maîtrise de leurs coûts dans un environnement où l'inflation est mieux maîtrisée aujourd'hui. Donc on a une augmentation de la demande, une offre qui est limitée, des coûts qui sont maîtrisés, et donc des bénéfices qui sont en pleine progression, et une société qui se valorise à 10 fois. Donc c'est un cocktail qui, à mon sens, fait du sens pour des investisseurs qui veulent un positionnement différent pour 2024. Et c'est intéressant. Non, mais les minières, ça m'intéresse parce que qu'est-ce qui caractérise l'investissement en actions dans des minières aurifères, en l'occurrence, par rapport à quelqu'un qui prendrait un tracker sur l'or, etc. Dans un fonds comme le vôtre, il faut être investi en actions, c'est ce que je comprends, Céline. Mais il y a un intérêt à être sur des minières plutôt qu'à être sur de l'or papier tel qu'on peut le jouer assez facilement sur les marchés. Sur une société comme Barrick, vous allez non seulement avoir de l'or, mais vous avez aussi du cuivre. D'accord. Donc vous allez pouvoir profiter effectivement de cet élan potentiel sur l'or physique, mais vous allez également profiter du fait qu'on parlait tout à l'heure de la transition énergétique. On sait tous qu'on a bien beaucoup de cuivre qui va être demandé et qu'on a un manque patent de cuivre d'un point de vue mondial. Donc vous allez pouvoir en profiter parce que dans chaque mine d'or, vous avez également du cuivre. Voilà. Donc ça vous permet de profiter sur ces deux tableaux-là en même temps et de profiter également de l'écartement des marges entre l'écartement entre le coût de production qui reste fixe et vos gains qui eux profitent de l'expansion des cours. D'accord. Donc ça, vous avez du levier. Le thème des précieux à travers les minières. Voilà. Donc ça, c'est l'or avec du levier, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième partie qui me semble intéressante, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les émergents sont au plus bas en relatif par rapport aux États-Unis. Donc il faut retourner à 2000 pour avoir un tel écartement de valorisation. Les émergents avec la Chine. Les émergents avec la Chine. D'accord. Effectivement, la Chine, c'est encore pire. Ouais. Mais donc, dans les émergents, il y a deux choses intéressantes. Puisqu'on parlait des minières, l'Amérique latine, en général, se porte bien quand les matières premières se portent bien. Et on voit d'ailleurs que le Brésil est à plus 22% cette année. Donc ça, c'est un marché qui me semble intéressant et qui a une profondeur avec des sociétés intéressantes. Et puis, moi, je continue à penser qu'on ne peut pas penser investir aujourd'hui pour le monde de demain en pensant que la Chine n'existera pas. Voilà. Donc je persiste et signe à investir en Chine. Ouais. Sentiment très négatif sur la Chine. Bon, on verra ce que donne cette grande conférence. J'ai l'impression qu'il y a des attentes quand même sur l'idée, quels sont les objectifs que va se fixer la Chine l'an prochain. Il y a eu beaucoup d'espoir en début d'année sur la Chine, assez vite déçu. On arrive en termes de cette année avec un sentiment très négatif. Est-ce qu'il y a la possibilité de revoir des espoirs effectivement naître autour de la Chine pour 2024 ? Bon, sur le thème émergent, Adrien, est-ce que c'est une bonne source de diversification effectivement pour 2024 ? Et puis là aussi, la question de la taille des entreprises peut être aussi un outil de diversification. On parle des 7 magnifiques ou même des 480, enfin du S&P 500. Il y a aussi tout ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire ou de plus petite capitalisation encore. Tout à fait. Alors pour répondre sur la question des émergents, moi je pense que ce qu'on oublie un peu, c'est que dans la tête des investisseurs américains, c'est une prime géopolitique qui n'a fait qu'augmenter. Et pour la majorité, en tout cas pour côtoyer de temps en temps des gros investisseurs américains, investir en Chine aujourd'hui, c'est un sujet géopolitique beaucoup trop complexe. Alors, sans parler des règles extra-financières qui finissent aussi par souvent pénaliser ce genre de géographie, quand vous avez un nouveau président en Argentine, la situation qu'on connaît dans certains pays, plus la Chine qui a, d'un point de vue diplomatique, mais d'un point de vue même militaire, clairement musclé son jeu, il y a des enjeux effectivement d'investisseurs qui se posent par rapport à ces géographies. Donc une partie de la décote, elle s'exprime certainement en partie à cause de ça. Effectivement, alors qu'on avait un scénario 2023 qui était très positif sur la Chine, les flux ont été quasiment négatifs toute l'année sur cette zone géographique. Et ce potentiel de flux, il s'est structurellement réduit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flux qui reviendront sur la Chine, mais en tout cas, en taille, il y a des flux qui ont structurellement disparu de cette zone-là. La Chine réfléchit à le compenser. Il a, comme notamment dans les enjeux de réforme, il y a la volonté de développer des 401K pour toutes les entreprises chinoises. Donc c'est l'épargne retraite des Américains, exactement. C'est ça Et donc côté chinois, on déploie ce genre de dispositif pour que les PER chinois, effectivement ouvrent et achètent des A-shares sur la cotation chinoise, ce qui pourrait être un flux intéressant pour le pays. Mais dans l'ensemble, je pense que oui, cette prime géopolitique, elle reste là, d'autant plus qu'on a cette
démondialisation, ces enjeux géopolitiques qui sont quand même de plus en plus prégnants et qui, si Donald Trump revient, enfin en tout cas est particulièrement présent dans la campagne présidentielle, vont à mon avis continuer à mettre de la volatilité sur ces sujets et sur ces enjeux. Donc pour l'instant, par rapport à ça, on reste assez prudent. Le pays émergent qui nous a beaucoup plu, qui continue à nous plaire, c'est l'Inde, pour un sujet de base industrielle internationale. C'est quand on regarde froidement et quand on constate que Apple et Tesla viennent de quasiment décider que leur prochaine plateforme de production c'était l'Inde, je pense que c'est un signal assez important sur un pays qui, sous l'angle géopolitique en tout cas, a l'air un petit peu plus safe que les autres, avec une démocratie dont on peut discuter, mais qui en tout cas est peut-être un peu plus lisible que certains autres pays émergents, et avec un enjeu d'inflation qui a été très bien géré. Alors là encore, avec des enjeux géopolitiques parce que c'était des accords bilatéraux, notamment avec la Russie, qui ont permis de beaucoup limiter l'inflation sur l'importation des prix des matières premières, mais certainement une économie qui a un potentiel et de devenir une plateforme d'exportation assez intéressante dans ce monde un peu changeant et de cette géopolitique. Ça peut être un point d'ancrage. Oui, assez intéressant. En Asie du Sud-Est, ça le devient clairement. L'alternative de la Chine pourrait effectivement, sur certains aspects industriels, devenir l'Inde. Puis avec un savoir-faire d'ingénierie et aujourd'hui des compétences et un niveau d'éducation de la... Ça a bien marché déjà l'Inde. Enfin, oui, je veux dire, ça ce qu'on dit là, déjà cette année. Oui, c'est ça. Mais alors, beaucoup tiré par une partie de construction d'indices qui est très liée en dérivée seconde de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a beaucoup de consulting IT services dans la bourse indienne, et aussi parce que la consommation est extrêmement bien tenue du fait d'une inflation qui reste extrêmement basse, grâce notamment à ces accords bilatéraux signés avec la Russie. Mais oui, on considère que c'est un pays qu'il faut continuer à regarder de près. Et un peu sur la même idée, je trouve que d'un point de vue géopolitique, le Japon aujourd'hui fait office un peu de nearshoring et de friendshoring pour beaucoup d'économies. Et elle donne un peu l'impression d'être un petit peu en dehors des enjeux géopolitiques et de pouvoir continuer à se déployer aussi bien, en tout cas les industriels japonais réussissent plutôt bien à continuer à se déployer, à se développer, à gagner des parts de marché sur le sol chinois, mais aussi travaillent largement avec les industriels américains, surtout les enjeux de l'Inflation Reduction Act. On voit beaucoup d'industriels japonais venir investir sur le sol américain. Et ça, c'est un argument sur le Japon qui est fort et qui va au-delà de ce que fera la Banque du Japon dans les prochains mois et les prochains trimestres. Cette année, le Japon, tout le monde s'est emballé, mais quand on le regarde en euros selon les trébuchants, c'est pas grandiose. La dévaluation du yen, elle est quand même assez impressionnante cette année. Donc nous, on considère qu'on n'est quand même pas très loin du bout sur cette dévaluation, en tout cas par rapport à d'autres paniers de devises, et donc que le Japon en tant que tel pourrait devenir une plateforme intéressante en termes de performance l'année prochaine. Oui, c'est ça, sans être obligé de se couvrir sur la devise. Ce qui est un peu nouveau quand même. Oui, effectivement. Pour finir sur les petites capitalisations, là, il y a beaucoup d'indicateurs qui flashent vert. On est sur la 3e année consécutive de sous-performance, entre 8 et 10% par an. Plus on descend en taille de capitalisation, plus c'est violent. Donc les mid ont fait moins bien que les large, les small ont fait moins bien que les mid, les micros ont fait encore moins bien que les small. Les flux ont été absents complètement, voire avant de face clairement sur toutes ces tailles de capitalisation. Il y a un indicateur qui le traduit très bien, c'est le rendement. C'est la première fois que le rendement des small mid est supérieur au rendement des large cap. C'est quoi, 7-8% de rendement, c'est ça Alors après, je suis d'accord, il y a des enjeux de est-ce que nos attentes de résultats sont pas un peu trop hautes. Il y a des enjeux d'économie domestique qui sont importants. Les coûts de financement et les détérioration de conditions de financement pour les petites capitalisations, pour les petites entreprises, les indicateurs sont quand même pas très bien orientés, notamment aux États-Unis. Donc peut-être que la baisse des taux va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais pour construire une allocation à long terme, on considère que c'est pas un mauvais moment pour regarder ces classes d'actifs. Là aussi, il faudra de la sélectivité. Là aussi, il faut faire attention à la qualité des bilans, mais c'est certainement... Et ça devient un risque de ne pas avoir de small cap aujourd'hui dans une allocation globale. Pour 2024, c'est quelque chose de diversifiant et de différenciant en termes de performance. C'est des segments de marché qui vous intéressent Complètement, absolument. Alors, je vais passer tout en revue. L'or est l'un des rares qui nous intéresse pas aujourd'hui. Ah, d'accord. J'en suis navré. Mais les minières aurifères peuvent s'entendre, donc ça a de l'intérêt. Sur l'or, typiquement, on n'est pas acheteur et on ne l'est pas structurellement du fait justement des banques centrales qui jouent dans le jeu de quilles, en réalité qui nous gênent considérablement. Et l'épisode russo-ukrainien, typiquement, pour nous, a montré le fait de ne pas s'exposer à l'or, si ce n'est par des minières, encore une fois. Donc du tracker or, par exemple, aujourd'hui, plutôt exclure de nos portefeuilles. Sur l'épisode ukrainien, très concrètement, vous aviez 2 principaux acheteurs avant le conflit, qui étaient notamment la Banque centrale de Russie, un peu les autres banques centrales, notamment la Thaïlande en Asie. Évidemment, sur le conflit, vous devez soutenir le rouble. Que faites-vous ?
vous larguez vos réserves. Ça a créé une pression fantastique sur l'or. On a eu un léger push de l'or au moment du début du conflit. Dans les jours qui ont suivi, ça a refadé. Donc pas mal de méfiance de ce côté-là, mais les minières rentrent pas évidemment dans ce cadre-là. Oui, on parle d'entreprise. Oui, bien sûr. Sur la partie émergente, on n'arrive pas à repasser le cap pour une bonne raison, c'est que la Chine aujourd'hui joue beaucoup en effet dans nos réflexions. La difficulté en effet pour la Chine, c'est la difficulté géopolitique. Il ne nous semble pas que la difficulté justement soit passée et comme ça a été dit, les élections qui arrivent face à nous pourraient en plus remettre entre guillemets, j'allais dire du sel sur la plaie, on va le dire comme ça. Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de se battre sur le flux international, contre le flux international. L'Inde qui a été signée, on se pose aujourd'hui la question justement de son attrait réel en interne. Et on se demande justement quelle est la part justement de la dérivation de flux qui a été faite de la Chine vers l'Inde qui pourrait expliquer le soutien. Et donc de ce point de vue-là, on a très envie d'avoir de l'émergent en portefeuille. On n'en a pas par un vœu sûrement de prudence excessif parce que potentiellement on va passer à côté de quelque chose. Mais en termes de prudence pour nos clients privés, c'est trop tôt de ce point de vue-là. Ça dépend aussi beaucoup du profil de clientèle, absolument, de la typologie de clients. Il y a des clients aujourd'hui qui ne veulent pas prendre ce risque chinois ou ce risque émergent. Sur la partie entreprise de taille moyenne, de petite capitalisation même, là aussi, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt ou en tout cas, est-ce qu'il y a l'idée de se dire que c'est une opportunité d'en avoir en vue de 2024? Oui, c'est une opportunité. Alors, c'est une opportunité un peu syndrome de Stockholm parce qu'on n'a pas lâché nos positions. Très concrètement, donc, on fait partie de ceux qui avons un peu abaissé le bêta il y a quelques mois, certes, mais malgré tout, on a encore des positions small et mid qui sont en souffrance. Et donc, oui, évidemment, sur les niveaux de valorisation actuels, sur certains dossiers avec un fort picking malgré tout, on se voit non pas obligé de revenir, mais la tentation est beaucoup trop forte. De là à estimer que le plus dur soit passé, là encore une fois, j'ai l'impression que c'est peut-être encore un peu trop tôt de ce point de vue-là. On pensait déjà que c'était le cas cet été, on l'a dit avec beaucoup d'insistance. Régulièrement. On s'est pris les pieds dans le tapis, c'est pour ça que j'évoque un petit peu le syndrome de Stockholm. Oui, très concrètement sur les dossiers à moyen terme, c'est une porte d'entrée qui nous semble vraiment très avantageuse. Donc oui, malgré tout, on parlait tout à l'heure de late cycle, etc. Les small, notamment les small en tout cas, sont absolument pas des actifs de fin de cycle, ou en tout cas de ralentissement, me semble-t-il. Donc on a envie, mais comme un vœu pieux. Donc oui, on les maintient en portefeuille, on renforce certains dossiers, parce que quand on voit certains dossiers sur les publications, même ceux qui se tenaient bien, qui reculent de 15%, j'en ai certains en tête il y a quelques semaines, bien évidemment, oui, on se repositionne dessus, mais avec beaucoup de prudence, là encore une fois. Céline, le facteur taille, ça, alors vous êtes plutôt large cap global, c'est ça, dans votre gestion, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même d'aller chercher des tailles jusque là où vous pouvez aller, peut-être un peu moins importantes que des grandes capitalisations? Il y a des dossiers comme Nexans, par exemple, qui a un dossier qui a baissé cette année, qui a eu quelques secousses, qui nous a semblé intéressant pour le rentrer. Donc oui, il y a toujours des choses. Mais comme on le disait depuis le début de cet échange, il faut faire extrêmement attention et regarder dossier par dossier. À mon avis, ça va plus être ça le maître mot pour 2024. C'est même au-delà de la géographie, de la taille ou du secteur, parce que si on va dire par exemple le secteur de la santé, dedans vous pouvez avoir, comme on disait tout à l'heure, Lilly et Merck. Si je regarde dans les small cap, je peux avoir Nexans, c'est une société qui est très endettée et qui va avoir des problèmes de crédit. Donc voilà, et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on a dans chaque poche dans lesquelles on investit et se faire l'avocat du diable pour se dire voilà, si le scénario n'est pas celui auquel je m'attends l'année prochaine, est-ce que ça ira ou pas? Voilà. Un mot de Trump, effectivement, Adrien. Non, mais moi, j'ai en tête une étude, une recherche que vous avez faite sur l'ARA, en démontrant que, et ça, c'est sans doute un coup politique génial de la part de l'administration Biden, ils ont verrouillé des subventions importantes liées à l'ARA dans les États les plus républicains. Exactement. Est-ce que ça prémunit déjà pour des investisseurs qui s'intéressent à l'investissement, parce que Trump, on sait que voilà, tout est ouvert, tout est possible. Mais sur une partie importante, est-ce que ça prémunit quand même, ça garantit quand même l'idée que un socle de la stratégie américaine ne changera pas avec l'arrivée potentielle à nouveau de Trump à la Maison-Blanche? Oui, alors moi j'ai envie de répondre oui pour deux raisons. La première, c'est que le plan IRA, ce n'est en fait que le déploiement de la vision Make America Great Again
l'ADN de Donald Trump, c'est la relocalisation, le reshoring, la maîtrise des technologies et l'indépendance vis-à-vis de la Chine. Ça colle parfaitement au narratif Normalement, trumpiste. c'est à peu près en ligne. Après, effectivement, Donald Trump est quand même fait souvent campagne face à l'administration précédente en tapant sur le plan emblématique. On se souvient du Obamacare, qu'il a voulu démanteler totalement, d'ailleurs, dont il n'a pas réussi. Et on est un peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'en fait, le plan maintenant est déjà tellement déployé, tellement présent, avec des enjeux locaux extrêmement importants, que ça va être difficile de revenir en arrière. Mais par contre, la rhétorique risque d'être quand même assez agressive. Donc il va y avoir de la volatilité sur ces thèmes liés au IRA, sur toutes ces industries qui bénéficient de ce plan. Mais effectivement, je ne vois pas une grosse remise en cause potentielle. On avait eu un peu la tentative de mettre ça autour des débats au moment des midterm elections, où il avait fallu faire des coupes dans les budgets. Et il y avait 2-3 républicains qui avaient commencé à mettre le plan du IRA sur la table. Et très très vite, effectivement, les élus locaux ont dit non mais vous vous rendez pas compte l'impact que ça a nous dans la redynamisation qui arrive là. Voilà, dans la création d'emplois locaux et la redynamisation de certains États. Donc ça va être au cœur des débats, c'est évident. Jusqu'où va apporter la rhétorique, c'est une question. Est-ce qu'il peut aller plus loin que l'IRA? C'est possible aussi, parce que s'il a une posture encore plus anti-chinoise, on pourra aller plus loin que certaines mesures qui pour l'instant laissent encore dans certaines industries le recours à certains industriels ou technologies chinoises. Mais c'est sûr que ça va mettre de la volatilité, ça c'est évident. Bon. On suivra ça, effectivement. Le jeu est ouvert là aussi, peut-être pour l'élection américaine. Il n'y a pas que l'élection américaine. Hein. C'est un calendrier intense d'élections et dans le monde émergent, notamment, je crois que c'est même un calendrier historique en termes d'intensité de vote dans les 12 prochains mois. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Adrien Dumas, Mandarine Gestion, Céline Picmal-Prade, Picmal Auton Investments et Kevin Lenouaille, Avant-Garde Family Office étaient nos invités en plateau.